Parfait. Alors, êtes-vous prêts pour quelques annonces? C'est bien. Shlomi vous a réveillé? C'est bien. Très bien. Donc, avec chaque Ops, vous commencez à hériter beaucoup de nouvelles choses. C'est donc une grande opportunité de carrière. Vous commencez à hériter non seulement des DevOps, beaucoup d'entre vous détiennent les clés de la plateforme DevOps de l'organisation. Vous êtes fondamentalement la vieille machine qui fait fonctionner les pipelines de logiciels dans votre organisation. Et maintenant, vous obtenez MLOps et vous obtenez MLSecOps et SecOps et IoTOps. Alors, vous avez donc plus à faire, mais c'est aussi une grande responsabilité. Vous devez donc en tenir compte. Pour cela, vous avez besoin des bons outils. Et la plateformisation ne se produit pas sans raison parce que vous pouvez atteindre le même objectif en intégrant différents outils. D'accord, mais parfois vous n'avez pas le choix. OK, mais vous, par nature, en obtenant différents outils et en les intégrant, vous luttez contre les silos. Vous faites le pont contre les incohérences entre les outils. Vous essayez d'aligner les modèles d'entité des différents outils pour fournir la même visibilité que celle dont vous avez besoin. Et vraiment, si vous voulez la publication de bout en bout de l'automatisation, si vous voulez la promesse de chaque Ops, cela doit se produire sans silo. Il ne devrait donc pas exister. Alors, nous voulons partager avec vous maintenant sur la scène. Shlomi a donné quelques indices de ce que nous allons montrer, mais nous voulons vraiment entrer dans les détails, nous plonger ce sur quoi nous avons travaillé pour vous, en grande partie sur la base de vos commentaires de l'année dernière, ce que nous avons fait depuis le dernier Swamp Up et ce que nous partageons avec vous en termes de produits. Et nous allons l'encadrer autour de la suppression de ces silos et j'espère que cela vous facilitera la vie et que nous vous rendons plus productifs. Et ces silos sont d'abord la sécurité, puis le machine learning et enfin le silo entre les binaires et le code. Alors, commençons par la sécurité. C'est ce que nous appelons chez JFrog les 7 étapes. C'est une façon qui est non concluante d'examiner le pipeline logiciel. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres étapes, mais cela décrit assez précisément ce à quoi ressemble un pipeline moderne en allant du code, en passant par le CI et le CD et en terminant en production avec le processus. Et en dessous de chaque phase, il y a souvent les risques que les attaquants et les acteurs malveillants essaient de manipuler et qui ont pour but de s'introduire dans votre chaîne d'approvisionnement en logiciel. Et ce que JFrog a fait pour vous au cours des années précédentes, nous avons commencé à éliminer ces risques un par un et je veux vous montrer une image précise et à jour de ce qui se passe aujourd'hui. Nous allons donc aller de gauche à droite. À gauche, nous allons commencer par la curation. La curation est essentiellement votre protection contre les bibliothèques open source et les modèles que vous êtes autorisés à utiliser pour votre organisation. C'est essentiellement comme un périmètre de protection. Vous pouvez y penser comme à un pare-feu. Voilà pour la curation. SAST consiste à scanner votre code source, soit dans l'IDE, soit dans vos serveurs Git pour les problèmes de sécurité qui sont par nature à 0 jour parce qu'ils existent dans le code. Personne ne les a trouvés avant. Et puis X-Rate, c'est comme ça que JFrog a commencé. Rappelez-vous que Shlomi a parlé de la source unique, cet actif, des binaires. C'est ainsi que nous avons commencé notre voyage de sécurité. Avec les artefacts, nous analysons les binaires, nous effectuons une analyse de la composition logicielle qui est hiérarchique et nous pouvons ensuite découvrir le CVS dans ces artefacts. Et en plus de cela, nous avons ajouté JFrog Advanced Security. Il s'agit d'un ensemble de scanners avancés qui peuvent non seulement vous informer des résultats, mais aussi vous indiquer si ces résultats sont applicables ou non. Ainsi, nous analysons la configuration et l'appel d'exécution de différentes manières pour vous dire que cette découverte n'est pas applicable pour vous. Vous pouvez le traiter comme du bruit et continuer votre vie. Et en plus de cela, il y a la détection des secrets dans les binaires et nous en parlerons beaucoup plus tard dans la partie quand nous nous plongerons dans la sécurité, l'infrastructure des codes et config scanning. Voici donc JFrog Advanced Security. Et c'est aussi un moment parfait, un moment pour s'arrêter et vous remercier. Merci pour votre vote de confiance envers nous. L'année dernière, des centaines d'entre vous ont adopté la sécurité JFrog et ce n'est pas seulement un vote de confiance dans le produit. Ce n'est pas seulement que vous êtes allé de l'avant et que vous avez acheté à JFrog la sécurité supplémentaire, mais c'est aussi un vote de confiance dans notre vision.
Et notre vision est que la sécurité fait partie de votre chaîne d'approvisionnement. Elle doit être intégrée dans votre chaîne d'approvisionnement. Elle ne peut pas être cloisonnée. Cela ne peut pas être une solution ponctuelle, non seulement à cause du travail et de la douleur, mais aussi à cause de la réalité. La sécurité doit faire partie de votre automatisation. Je vous remercie donc pour cela. Mais comme toujours, il y a des problèmes. Et maintenant, celui-ci, c'est le premier. Nous l'appelons le gouffre du déploiement. Qu'est-ce qui se passe? Prenez vos binaires et dans le processus de livraison continue, vous les poussez une fois qu'ils sont prêts, vous prenez ces paquets, vous prenez ces conteneurs, vous les poussez à l'exécution. Et alors la déconnexion se produit parce que vous commencez à perdre la lignée. Vous aviez une très bonne chaîne d'approvisionnement logiciel, mais tout d'un coup, vos binaires d'exécution sont ailleurs, de l'autre côté de la barrière, et vous n'avez pas la bonne visibilité que vous devriez avoir. Et nous devons remédier à cela. Et ce gouffre il est en fait reconnu dans l'industrie. C'est une citation d'IDC qui dit que le temps d'exécution est en fait le plus grand angle mort que vous avez à cause de cette déconnexion. Et si vous regardez les raisons pour lesquelles cela existe, pourquoi est-ce que c'est un angle mort? Si vous regardez les outils existants aujourd'hui, ce n'est pas seulement une solution ponctuelle, mais ils sont aussi très concentrés sur la surveillance de la durée d'exécution. Ils ne sont pas du tout liés à votre chaîne d'approvisionnement en logiciel. Parfois, ils sont très intrusifs et vous en avez besoin, mais souvent, vous n'en avez pas besoin. Si vous avez une connexion complète avec votre chaîne d'approvisionnement, vous n'avez probablement pas besoin qu'ils soient intrusifs parce que vous connaissez très tôt les problèmes et vous pouvez les résoudre très rapidement. Et même ceux qui sont connectés, nous avons donc une tendance d'outils ASPM et d'autres outils qui essaient de deviner la lignée. Ils essaient de comprendre quel binaire, quel code source et quel binaire est celui qui mène à la production. Vous pouvez aller de droite à gauche. Donc, c'est toujours vers l'extérieur de l'exécution que vous essayez de découvrir une sorte de lignée, mais vous ne pouvez presque jamais aller de gauche à droite. Donc, à partir du code source, du binaire, trouvez ce qui se passe dans le runtime. Pensez au Log4j. Vous avez un nouveau Log4j sur le marché. Et maintenant, vous voulez vous tenir sur la bibliothèque de Log4j et dire « Est-ce que cela fonctionne dans mon temps d'exécution? Est-il actif dans mon temps d'exécution maintenant? Ceci manque. » Et donc, ceci révèle ce problème. Cela vient de l'InfoSec, d'un article récent dans InfoSec. Et ce qu'il dit, c'est qu'après 5 ans, cela semble être une longue période, mais ce n'est pas vraiment une longue période pour la durée de vie d'une application. 7 sur 10, des applications auront des problèmes de sécurité. Et ce qui se passe ici, ça ne se passe pas en un jour, parce qu'une fois que vous mettez votre application en production, normalement, c'est sans risque. Mais ils ont découvert qu'après 18 mois environ, vous commencez à accumuler de la profondeur technique à cause de la déconnexion, ce qui aboutit à ces statistiques qu'après 5 ans, 7 sur 10 auront des problèmes de sécurité en production. Et c'est quelque chose que nous voulons résoudre. Nous voulons combler ce fossé. Nous voulons restaurer votre lignée à votre chaîne d'approvisionnement en logiciel à partir de la production. Et la façon dont nous y pensons est un concept intégré de visibilité de la production. C'est la sécurité intégrée qui se trouve dans le pipeline, qui doit être de bout en bout et bidirectionnelle. Nous devons donc nous déplacer latéralement entre les deux bords. Cela doit être continu pour que vous ne perdiez pas cette visibilité au fil du temps. Et il doit être non intrusif. Telle est notre philosophie pour intégrer la sécurité dans une chaîne d'approvisionnement plus souple. Et donc, vous n'avez pas d'angle mort. J'espère que vous êtes aussi enthousiaste que moi pour JFrog Runtime. Et ce qui se passe vraiment ici, c'est que la visibilité se traduit par la productivité, se traduit par la remédiation. Et la raison pour laquelle je suis enthousiaste, c'est que nous avons vu beaucoup d'entre vous confrontés au même problème. Comme si vous savez que vous avez un problème avec un artefact, vous savez qu'un nouveau CV va sortir. Et maintenant, cette cécité, cet angle mort que vous avez pour la durée d'exécution a disparu. Vous pouvez faire ce que j'appelle des artefacts rappelables. Vous savez exactement quels artefacts sont en train de s'épuiser, vous pouvez les rappeler, vous pouvez les changer pour une meilleure version. C'est donc tout sur JFrog Runtime. Parlons maintenant de l'apprentissage automatique. C'est quelque chose de nouveau dans votre assiette. C'est une nouvelle opportunité de carrière, mais aussi, honnêtement, c'est une nouvelle chose dont vous héritez. Et l'une des raisons pour lesquelles vous héritez de cela est que votre CI commence à intégrer des flux d'apprentissage automatique, donc votre pipeline. Et c'est quelque chose pour laquelle vous êtes venu nous voir et vous nous avez dit, je reçois des demandes,
de la part des équipes qui sont des équipes de data scientists, des ingénieurs de machine learning. Ils veulent embarquer sur ma plateforme et c'est en train de se produire. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela se produit. La première est bien sûr GenAI. Et GenAI accélère le comblement de deux fossés. L'un d'entre eux est un fossé de compétences et l'autre est un fossé d'outils. Je vais vous expliquer les deux raisons. Si vous pensez à quelque chose comme une application traditionnelle d'inférence, c'est normalement une application très simple. Elle peut être cloisonnée, c'est normalement un type d'application à une méthode. Il est donc très facile de la servir indépendamment. Et puis, vous pouvez demander quel est le taux de désabonnement attendu pour un client. Encore une fois, une réponse très simple. Est-ce un chat ou un chien dans l'image que je vous montre? Mais lorsque nous parlons de GenAI, deux choses. Tout d'abord, tout est si nouveau. Même si vous avez la meilleure expérience, les meilleurs ingénieurs pour le machine learning, ils sont également en train de rattraper leur retard. Les gars qui ne sont pas des ingénieurs en machine learning sont en train de rattraper leur retard. La fusion des compétences commence donc à se produire. Mais il y a autre chose. Lorsque vous pensez à une application de machine learning qui traite de grands modèles de langage et de Gen AI en général, c'est vraiment une application. Il y a une logique. Il ne s'agit pas seulement d'un appel de fonction. Vous obtenez des entrées, vous mettez des entrées, vous obtenez des sorties, vous activez des outils, vous faites des divergences dans le code en fonction de ces outils. Vous utilisez des bibliothèques Python qui ne sont pas seulement des bibliothèques Python d'apprentissage automatique. C'est donc comme si vous développiez un nouvel ensemble d'applications. Et donc, même si tout est si nouveau, vous savez, parfois nous sommes choqués de faire quelque chose après 3 mois. Il y a quelque chose de nouveau que les gars de machine learning comme Jeff remarquent et me disent que nous devons examiner cela et de voir sur quoi nous allons commencer à travailler. Peut-être que ce n'est plus pertinent. Peut-être que c'est bon parce que il y a quelque chose qui résout ce problème que nous essayons de combattre et il n'y a plus de besoin. Mais il y a quelques modèles matures qui commencent à se former. Si vous regardez ce cycle traditionnel, l'un d'entre eux est ce que nous appelons des organisations RUG Ready, le RUG Retrieval Augmented Generation. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, c'est la façon de mouler un grand modèle de langage et de le faire halluciner un peu moins en fournissant plus d'informations qui se rapportent à votre propre organisation. Dans la plupart des cas, il s'agit d'une application qui vous permet de discuter de votre documentation interne et de poser des questions sur des sujets qui ne concernent que les bases de connaissances. Je vais donc prendre un risque avec vous et vous demander à main levée qui a une application de tapis en cours de développement ou déjà en production? Oui, beaucoup. Donc, cette prédiction que l'on nous a montrée a montré d'autres prédictions, mais cette prédiction Gartner, 90% des applications dans un peu plus de 2 ans vont être dans toutes les nouvelles applications, elles vont avoir le machine learning. C'est déjà le cas. C'est beaucoup plus rapide aujourd'hui. Donc, cette accélération permet également de combler les différents écarts. Et maintenant, l'autre point concerne l'outillage. Lorsque vous développez une application de machine learning, elle fait partie de la même application. Nous venons d'en parler. Mais même si vous regardez l'outillage, si vous regardez le traditionnel, DevSecOps ou DevOps, Pipeline, il y a l'équipe de développement du côté gauche, il y a la production de l'autre côté, des étapes qui passent pour mettre une version en production. De l'autre côté, il y a les ingénieurs en machine learning, les data scientists, et ils disposent d'un ensemble d'outils différents. C'est logique parce qu'ils font toujours quelque chose d'un peu différent et qu'ils ont la plateforme MLOps. Et à la fin de la journée, ils mettent un modèle en production et quelques étapes. Ils sont largement corrélés les uns aux autres. Ils sont conceptuellement très similaires en termes de construction et en termes d'assurance qualité et ainsi de suite. Et bien sûr, il y a les équipes horizontales comme l'équipe Ops et les équipes de sécurité qui s'occupent des deux et elles veulent tout contrôler lors de la mise en production en termes de coûts. Elles veulent également s'assurer que tout est sécurisé. Je ne sais pas si vous avez cette situation où vos équipes de sécurité se retrouvent à faire du rattrapage pour sécuriser le machine learning. Donc ces deux plateformes sont en train de se consolider, d'accord? Elles se consolident en un seul pipeline unifié. Cela doit arriver et nous voyons encore quelques silos, mais cela doit arriver. L'autre raison pour laquelle cela se produit, ce n'est pas seulement parce que votre modèle fait partie d'une application normale, c'est aussi parce que votre modèle est universel. Et cette terminologie, ce modèle est un paquet. Nous ne l'avons pas inventé. C'est vous qui nous l'avez dit.
Vous avez inventé ce terme et vous nous avez dit que je veux les mêmes pipelines DevOps matures et je veux les mêmes outils pour servir mes modèles. Parce que pour moi, un modèle est un paquet et ce n'est pas un paquet isolé. Quand vous pensez à un modèle, une partie de la qualité du modèle est un tas d'autres artefacts qui sont apparemment sans rapport avec le modèle. Il s'agit donc des ensembles de données sur lesquels vous avez entraîné votre modèle. Si vous utilisez le modèle de base et que vous l'affinez, c'est le modèle de base. Si vous le modifiez, vous modifiez la qualité du modèle. Il s'agit des dépendances Python, celles qui font partie de votre machine learning, mais aussi les dépendances Python qui font partie de votre application qui sert et interagit avec le modèle. Ce sont les conteneurs d'exécution, ce sont les paramètres, et ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a d'autres choses qui font intrinsèquement partie de la qualité et de la sécurité de votre modèle. Et lorsque vous déployez une application de machine learning, vous devez en tenir compte. Donc, toute cette consolidation est exactement ce qui nous a conduit à acheter Quax. Et Shlomi en a parlé juste avant, et aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer JFrog ML. Et qu'est-ce que JFrog ML? JFrog ML n'est pas un nouveau nom pour Quack in JFrog. Ce n'est pas un rebranding du Quack. En fait, nous aimons beaucoup les canards. Et Quack est une solution de bout en bout pour prendre un modèle, l'amener à la production très facilement, même en quelques minutes. C'est aussi simple que ça. Mais ce que nous apportons à la table, c'est une nouvelle expérience au niveau de la plateforme pour le machine learning. Et cette expérience au niveau de la plateforme se base sur la consolidation de 2 niveaux de confiance. Shlomi a également parlé de la confiance au début. Cela fait partie des valeurs fondamentales que vous devez avoir dans votre chaîne d'approvisionnement en logiciel. Donc la première confiance est une confiance dans les flux de travail de machine learning. Donc toutes les étapes que vous devez avoir dans votre plateforme de machine learning ou de MLOps afin de livrer un modèle jusqu'à la production. La seconde est la confiance avec laquelle vous êtes plus familier. La confiance autour de vos actifs, la confiance autour de vos artefacts, pas seulement à propos de la gestion et de la conservation, mais aussi à propos de leur numérisation. Et la manière, je vous laisse terminer, de prendre les photos, mais j'ai encore une autre diapositive qui l'illustre beaucoup mieux. Il me semble que c'est plus naturel. Je passe donc à celle-ci. Si nous voulons regarder ce qui se passe dans la plateforme JFrog, les parties jaunes, le JFrog ML maintenant, c'est tout ce dont vous avez besoin pour mettre le modèle en production. C'est donc une solution complète de bout en bout avec l'entraînement, le réglage fin, le suivi des expériences, le stockage des caractéristiques et le stockage des vecteurs pour vos données, et le service de modèle. Vous pouvez donc songer à servir le modèle et à le surveiller. Une fois qu'il est servi, vous obtenez une boucle de rétroaction qui vous permet de continuer à vous améliorer. Et dans Artifactory et dans JFrog, nous avons donc dans Artifactory, nous avons le Hugging Face Proxy Caching, Proxy qui fonctionne aussi avec curation. Nous avons le registre de modèles pour vos propres modèles et nous avons bien sûr les dépendances Python, le conteneur, donc toute l'universalité. Cela permet de garder tous les actifs d'une application de machine learning. Et puis en plus, j'ai déjà mentionné la curation, mais aussi le balayage pour les différents types d'artefacts, compris le temps d'exécution maintenant. Ainsi, chaque fois que nous construisons quelque chose, nous veillons à ce que ce soit cohérent et bien intégré à travers la plateforme. Donc, ce que nous vous apportons maintenant est un machine learning sans silo parce que c'est une plateforme unique pour vos flux de travail et pour vos actifs d'apprentissage automatique. C'est donc universel. Elle est sécurisée. Et sécurée, et il n'y a pas d'offre comme ça, tout simplement. Une offre équivalente sur le marché qui combine vraiment le meilleur des 2 mondes, comme des pratiques DevOps sûres et fiables avec des solutions faciles pour toute forme de machine learning, pour les solutions de bout en bout pour amener vos modèles à la production. Je pense que je dois vous dire merci pour les équipes. Vous devez comprendre qu'il s'agit d'une intégration de 2 mois. Nous avons prévu beaucoup de choses pour cette intégration. Je pense que vous avez pu ainsi voir le premier badge, pour ainsi dire, de l'intégration du DevSecOps et du MLOps sous une seule plateforme. La curation, soi-disant, la politique, pour la curation des modèles, c'est quelque chose que vous avez demandé et nous avons appris que le problème avec les modèles, c'est qu'ils ne sont pas encore... il y a un manque de confiance. Vous voulez gérer une liste de modèles que vous autorisez dans l'organisation, pas seulement des modèles. Mais en fait, les versions de modèles jusqu'à ce niveau,
C'est ainsi que vous souhaitez conserver et contrôler les modèles. Peut-être qu'avec le temps, cela deviendra encore plus sophistiqué, mais ça, c'est GenAI maintenant et vous pouvez aller de l'avant et commencer à l'utiliser. OK? Alors, passons au pont. Si vous pouvez remettre sur l'écran. Merci. Donc, même si vous avez la meilleure plateforme, même si vous pouvez prendre votre modèle en toute confiance, le mettre en production en quelques minutes, comme nous venons de voir, vous allez toujours faire face à deux problèmes. Ces problèmes sont la qualité et la vitesse. Je veux dire quoi par cela? C'est que, je suis désolé. Je vous remercie. OK? Alors, prétendez que vous n'avez pas vu ça. Les problèmes sont donc dans ce cas la qualité de la vitesse. Ce que je veux dire, c'est que la qualité, lorsque vous voulez obtenir vos modèles précédents, nous venons de le voir, la curation peut en gérer une partie. Vous voulez servir vos modèles à grande échelle, mais ils ont tendance à être assez volumineux, de l'ordre du gigaoctet. Et vous voulez donc être en mesure de les mettre à l'échelle et de les télécharger très rapidement. Et en plus, bien sûr, vous voulez qu'ils soient exempts de sécurité et qu'ils soient optimisés pour la vitesse, qui est un gros problème. Tous ceux qui ont essayé de faire fonctionner l'apprentissage automatique savent à quel point il est compliqué d'affiner. Le machine learning est en surcharge. Adaptez votre modèle au matériel exact. Le matériel pour extraire chaque bit du GPU lorsque vous exécutez votre modèle, c'est donc un gros problème. Donc vous voulez fonctionner rapidement, vous voulez travailler avec la confiance et ceci est exactement la raison pour laquelle nous sommes en train de parler maintenant de notre intégration et de notre collaboration avec NVIDIA, en particulier autour du nom NVIDIA. Ce n'est donc plus une surprise. Lomi en a parlé au début, mais je veux m'y plonger et vous montrer de quoi il s'agit, vous donner plus de détails techniques et même vous montrer une démo de la première version. Que veut dire NVIDIA? Il s'agit exactement de résoudre le problème d'avoir une source fiable pour vos modèles, mais aussi de s'assurer que vos modèles sont super optimisés pour le matériel NVIDIA. En gros, mais vous avez un conteneur sur le dessus, donc vous voyez sur le dessus que vous devez faire un Docker run-through. Pour ouvrir le conteneur, normalement, vous ne feriez pas cela, mais nous le ferons. C'est ce que nous allons montrer dans la démo, mais normalement, ce sera un Kubernetes cluster qui va aider vos modèles de machine learning. Donc, vous avez un conteneur, il est optimisé pour la vitesse. Il analyse et il sait en cours d'exécution comment tirer le modèle qui est le plus adapté à votre type de machine. De NVIDIA. NVIDIA catalogue et distribue à la fois les conteneurs et les modèles. Et comme je l'ai dit, ils sont résolus en cours d'exécution. C'est une chose pour le machine learning. Normalement, vous n'emballez pas le modèle lorsqu'il devient très gros. Normalement, c'est quelque chose que vous résolvez en cours d'exécution. Donc, nous avons beaucoup de clients communs qui étaient super excités par cette fonctionnalité par NVIDIA. Mais ils nous l'ont dit et l'ont également dit à NVIDIA. Nous voulons que cela fasse partie de votre et de notre source unique de vérité. Nous voulons l'avoir dans Artifactory. Nous voulons l'exécuter localement. C'est comme si, par exemple, si nous avons besoin de l'utiliser, c'est exactement ce que nous avons fait avec cette intégration. Donc, le proxy artificiel, les conteneurs NIM de NVIDIA, ils sont aussi utilisés comme un proxy. Les modèles NIM eux-mêmes, à partir du nuage NVIDIA, la curation et l'analyse se font sur tous les artefacts, sur les modèles, sur les conteneurs, sur les dépendances Python et ainsi de suite. Vous bénéficiez de la vitesse du réseau local parce que tout est mis en cache localement, de sorte que vous n'avez pas à le télécharger sur Internet. Vous obtenez le déploiement flexible parce que vous pouvez l'exécuter sur Prem ou dans le nuage, vous pouvez l'exécuter de manière hybride et vous pouvez également l'exécuter dans un environnement entièrement air-gapped. Donc ceci est également parfois commun pour les modèles et nous travaillons également sur l'intégration et nous cherchons comment intégrer ce modèle de JFrog ML de Quack. Donc c'est ce que vous voyez ici sur le diagramme. Et je veux vous donner une démo rapide pour vous montrer à quoi cela ressemble. Donc, j'espère que vous pouvez voir de loin. En gros, c'est bien. Nous sommes ici sur la page d'administration d'Artifactory. Nous voyons deux nouveaux modèles, deux nouveaux dépôts. Un est un Docker Repository. Donc, ceci n'est pas nouveau. La seule chose qui est nouvelle, c'est que maintenant, il pointe vers le registre des conteneurs NVIDIA pour les noms. Donc, nous allons aller de l'avant et fermer cela. Et puis, il y a un nouveau type de référentiel dans Artifactory. Il s'agit d'un NIM repository. Donc, vous pouvez voir qu'il s'agit d'un nouveau type que nous avons introduit
et qu'il pointe vers le NGC. Pour ceux d'entre vous qui peuvent voir qu'il pointe vers l'URL CGN pour télécharger les modèles, et maintenant, nous allons choisir un modèle pour l'exécuter. Donc, nous allons fermer cela. Nous allons donc aller à la page Llama 3, c'est sur le site web d'NVIDIA. Vous y trouverez des instructions pour vous connecter à Docker et d'obtenir vos informations d'identification. Normalement, vous n'avez pas besoin de faire cela, mais nous allons juste vous montrer comment exécuter le modèle. Nous allons donc copier les instructions pour exécuter le modèle, aller dans la console. On va les coller et la seule chose à faire est de changer l'URL pour Artifactory. Il s'agit d'une instance cloud d'Artifactory. Donc, on peut voir que cela pointe vers le registre Docker dans Artifactory. Il télécharge les conteneurs et c'est vraiment ce que nous avons fait. Nous lançons une commande Docker Run, ça télécharge les conteneurs et une fois que le conteneur est lancé, il télécharge le modèle que vous avez. Donc, c'est très rapide et en plus, même une simple sortie qui vous montre comment interagir avec le modèle. Allons à l'application maintenant. Donc, nous allons à Artifactory. Ce que nous allons voir ici, c'est que nous avons mis en cache dans le modèle NIM. Il y a donc un nouveau modèle NIM pour le Llama 3 mis en cache dans Artifactory. Vous pouvez voir la version et il y avait bien sûr aussi le conteneur qui a été mis en cache avant le modèle. Si nous allons dans le conteneur, nous pouvons voir la version qui a été mise en cache et voir les choses normales comme les différentes couches du conteneur. Nous pouvons voir la sécurité, voir le fait que nous n'avons pas de paquets malveillants dedans et même une décomposition du SBOM du conteneur en fonction des différents paquets comme Debian et PM. Et ainsi de suite. OK, alors pour terminer, interagissons avec le modèle. Nous envoyons une requête curl au modèle. Nous demandons en fait une chanson de 4 lignes sur une grenouille. C'est en train de contacter Llama 3 sur NVIDIA et il y a une petite chanson à propos d'une petite grenouille qui vit sur l'étang, sur un nénuphar. Alors il s'agit juste d'un avant-goût, il s'agit encore d'un travail qui est en cours. Vous êtes les bienvenus au stand de NVIDIA ou au stand JFrog pour en savoir plus et obtenir plus de détails sur le fonctionnement interne de la façon dont tout cela fonctionne. Et c'est en ce moment que se termine la partie de la présentation qui parle de le machine learning. Et nous allons passer à la suite. Dernier point, code et binaire. Le silo entre le code et les binaires. Donc, cette image vous semble probablement familière maintenant. Il s'agit donc de la 7e étape à nouveau. Et rappelez-vous, précédemment, j'ai parlé du silo de déploiement. Il y a un autre silo ici. C'est le silo qui est nommé le silo CI. Donc, si vous pensez au CI, c'est vraiment la machine qui prend votre code et le met dans le magasin binaire. Donc, c'est même Thomas a parlé à propos de ça. Il prend votre code, le compile, l'empaquette et le convertit en binaire. Le silo ici est le résultat de cette transformation. Encore une fois, vous perdez la lignée. OK, donc le code et les binaires, il était naturel qu'ils soient gérés dans 2 systèmes séparés. C'est 2 systèmes différents pour gérer le code et les binaires. Mais en fait, ce n'est pas une chose naturelle à avoir. Vous ne devriez pas perdre la relation entre votre code et vos binaires. Parce qu'en fin de compte, c'est la même version, c'est la même équipe, c'est la même application. Et pour combler ce gouffre, nous voulons maintenir cette ligne qui doit donc être bidirectionnelle pour que vous puissiez la traverser dans chaque sens. Vous devez avoir une vue de la sécurité. Donc pour vos scans binaires, pour vos scans de code, vous voulez les consommer en un seul endroit en termes de projet. Et alors, comme je l'ai dit, c'est la même équipe, c'est la même application. Vous voulez être capable de gérer cela, même si vous traitez avec 2 systèmes différents. Vous voulez gérer la relation entre les équipes et les projets de la même manière. Vous voulez donc avoir ce mappage et ensuite vous obtenez la lignée complète. Tout ce que vous pouvez faire est vraiment magique. Vous pouvez demander des choses comme « Qui a créé la version ? Qui a écrit le code? Qui a construit la version? » Et maintenant, en cours d'exécution, qui a écrit le code qui s'exécute en temps réel? Est-ce que je sais que ce code est réellement en cours d'exécution? C'est exactement la raison pour laquelle nous avons fait l'intégration GitHub. C'est pour combler le gouffre CI. C'est pour combler le gouffre que nous l'avons intégré. Alors, la façon dont cela s'est passé, nous avons en quelque sorte parlé un peu entre nous. Ça a commencé sur le terrain. Nous avons beaucoup de clients communs et des ingénieurs de solutions JFrog et des ingénieurs de solutions GitHub et nous sommes en train de compléter cette intégration à la main. Ils ont fait ça manuellement pour réparer ce gouffre parce que le client leur a demandé de le faire parce que c'est naturellement le même pipeline. Nous avons donc décidé d'annoncer cela au 2e trimestre
Alors, nous avons annoncé une intégration qui n'est pas une intégration de fonctionnalité, mais c'est vraiment le meilleur de deux plateformes. La plateforme GitHub en termes de code et de CI connecté jusqu'au binaire à Artifactory, c'est la section du milieu. Et alors ensuite, nous allons parler aujourd'hui de Copilot maintenant en utilisant JFrog pour la curation et le catalogue de JFrog. Mais je ne veux pas voler le tonnerre à la personne suivante, donc je vais attendre un peu avec ça, mais c'est vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Vous allez voir. Et en plus de ça, vous avez la sécurité, donc vous avez GitHub Advanced Security et JFrog Advanced Security qui fournissent ensemble une couverture complète et un parapluie de sécurité pour le code et les binaires. Voici donc, à un niveau élevé, à quoi ressemble cette intégration et ce qui s'est passé lorsque nous avons annoncé au Q2, c'est que vous l'attendiez, vous avez commencé à l'adopter et aussi, vous nous avez fait part d'un retour d'information très utile. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer le résultat du feedback sur lequel nous avons travaillé, comme la prochaine intégration de GitHub et JFrog. Donc, juste pour vous donner un aperçu, parce qu'il y a une session dédiée et vous pourrez voir tous les détails, mais pour vous donner un aperçu de ce que nous avons fait, la première session porte sur la cartographie des projets. Vous n'avez plus besoin de faire la correspondance entre un dépôt JFrog et un projet GitHub manuellement. Nous vous donnons une règle très flexible, Based Mapping. C'est donc entièrement dynamique et vous pouvez modéliser votre mappage entre les projets. C'est une chose que nous avons faite. Là encore, il s'agit de notre IDC. C'est donc le mappage entre les projets. L'autre chose que nous avons fait, c'est que nous avons grandement amélioré la lignée des versions de bout en bout. Il y a une nouvelle navigation qui n'est pas seulement plus belle, mais qui fournit aussi beaucoup plus d'informations qui vous permettent d'aller de votre GitHub jusqu'à Artifactory et vice-versa. Et ce que nous faisons maintenant, ce qui est différent, est que nous poussons un SBOM pour chaque action GitHub que vous construisez. Et vous déposez des artefacts dans Artifactory. Maintenant, par défaut, nous poussons un SBOM. C'est ce que nous appelons construire pour cela. Si vous êtes familier avec cette norme, nous le poussons à Artifactory. Vous pouvez vous retirer, mais maintenant, c'est par défaut. Et ce que cela vous donne, il complète le voyage, il complète la lignée. Parce que maintenant, quand vous avez intégré une Artifactory, vous pouvez naviguer jusqu'à la source. Donc, il vous donne ces métadonnées qui manquaient et pour lesquelles vous deviez opter auparavant. Maintenant, vous n'avez rien à faire car cela se fait automatiquement à partir du début. Nous disposons ensuite d'un volet de sécurité unique qui vous permet, en tant que développeur, d'avoir un retour d'information dès le début lorsque vous vous trouvez sur GitHub sur la vue du panneau de sécurité. Nous avons parlé de la nécessité d'analyser également les sources principales, mais aussi les binaires. Et pourquoi? Si vous ne scannez pas vos binaires, cela peut équivaloir à de la négligence. En fait, il y a des vulnérabilités, des failles de sécurité qui peuvent apparaître dans le processus de CI, exactement comme cela s'est passé dans les clés du royaume de Python. Vous pouvez sauter des vulnérabilités de sécurité sans même les faire connaître à vos binaires. Et vous êtes seulement capable de les trouver une fois que vous scannez vos binaires. Et la grande chose est que nous vous donnons un seul endroit pour voir les résultats binaires, les résultats de source. Tout ensemble, c'est très facile à différencier et à voir lequel est lequel. C'est également à venir. Et enfin, l'intégration dont Thomas et Shlomi ont tant parlé durant leur présentation, l'intégration avec Copilot. Donc les gars, vous devez attendre la démo. Croyez-moi, vous voulez attendre cette démo. C'est vraiment un conseiller pour tous les packages. Il connaît Artifactory pour pouvoir naviguer vers Artifactory. C'est familiarisé avec votre propre organisation. Il connaît vos politiques de conservation. Il connaît quels sont les paquets que vous êtes en train de stocker. Vous pouvez même lui poser des questions sur votre secteur. Donc, si vous voulez connaître la popularité que seul JFrog peut fournir, nous pouvons utiliser les données de consommation anonyme en voyant combien de logos dans le secteur financier utilisent cette version d'un certain artefact. Pensez donc à la qualité que vous pouvez obtenir grâce à cette intégration et à ce système. Ce ne sont que des exemples. Les premières étapes. Je suis donc très enthousiaste à ce sujet. Il s'agit d'une version bêta. Nous travaillons donc avec GitHub selon leur calendrier et nous faisons partie d'une sélection d'un groupe de partenaires, mais les seuls qui fournissent cette fonctionnalité en copilote pour les binaires, pour les paquets. Donc, encore une fois, c'est à venir. Brian et Jonathan vont monter sur scène lors de la prochaine session et vous montrer que vous devrez rester à l'écoute et faire preuve de patience pour tout ce qu'on vous prépare.
OK, donc une seule source de vérité. Nous n'aurions pas pu faire tout cela si vous n'aviez pas eu confiance en nous, de déposer chez nous votre bien le plus précieux, à savoir vos versions de logiciels. Cela nous permet de vous servir et donc de construire plus et d'étendre la fonctionnalité en ayant le point de contrôle sur tout ce qui entre dans votre version et en sort comme une de vos versions. Donc, juste pour récapituler ce que nous avons annoncé aujourd'hui, donc JFrog Runtime Security, navigation bidirectionnelle de bout en bout jusqu'à la durée d'exécution et remédiation en cours d'exécution. Voici JFrog ML. Vous avez vu maintenant DevSecOps et MLOps unifiés en une seule plateforme disponible en version GA. Aujourd'hui, l'intégration de JFrog et de GitHub à nouveau. Vous le verrez dans la prochaine session, GA disponible dès maintenant. L'extension de Copilot, comme je l'ai mentionné, est très excitante. Attendez-le, il est en version bêta, mais il sera publié très très bientôt. Et la collaboration entre JFrog et NVIDIA autour de NIM, c'est un travail en cours de développement. Venez au stand pour savoir plus de détails à ce sujet. Pour en savoir un peu plus sur nous,